Tout a commencé le jour où mon patron m'a licencié, sans même une explication. Une décision brutale, incompréhensible, qui allait pourtant déclencher une réaction en chaîne impossible à arrêter. Ce qu'il ignorait ce jour-là, c'était que, derrière mon sourire amer, un plan silencieux venait de naître. Et aujourd'hui, alors que je signe son contrat de travail, c'est lui qui baisse les yeux. Comment tout cela a-t-il pu basculer aussi vite? Pourquoi un simple employé est-il devenu le patron de son propre bourreau? Restez avec moi, car l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait très bien changer la façon dont vous voyez vos pires moments d'échec. Je m'appelle Mathieu Leclerc, et si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez vu un jeune homme ordinaire, discret, presque transparent dans les couloirs de son entreprise. J'étais ce que beaucoup appellent, avec un sourire en coin, l'employé modèle. Toujours en avance, prêt à prolonger mes journées sans réclamer d'heures supplémentaires, poli à l'excès, respectueux au point de m'effacer. Mon rêve, lui aussi, semblait simple et sans éclat. Travailler dur, gravir les échelons un à un, mériter ma place dans ce monde impitoyable qu'est le monde de l'entreprise. Je n'étais pas ambitieux au sens classique du terme. Je voulais seulement construire une vie digne, honnête, avec fierté et stabilité. Mon cœur vibrait à l'idée d'un bureau un peu plus grand, d'une reconnaissance sincère, d'un avenir que l'on bâtit patiemment, sans tricher. Mais dans cette même entreprise, il y avait M. Delattre. Pour lui, je n'étais pas Mathieu Leclerc. J'étais une ligne parmi d'autres sur une feuille Excel, une statistique interchangeable, sans visage, sans histoire. Sa philosophie était brutale. Un employé n'était pas un allié, encore moins un être humain avec des rêves. Non, c'était un coût à minimiser, une charge à optimiser. Il ne souriait jamais sans calcul. Il ne complimentait jamais sans intérêt. Il distribuait les promotions comme on distribue des miettes à des pigeons affamés, juste assez pour maintenir l'illusion de l'espoir sans jamais véritablement investir dans ses troupes. Et l'ironie du sort a frappé un jour banal, presque cruel dans sa simplicité. Ce matin-là, je portais ma plus belle chemise. J'avais décroché, à force de nuits blanches et de centaines d'appels, un contrat énorme pour l'entreprise. Un client prestigieux, exigeant, mais qui pouvait rapporter des centaines de milliers d'euros sur plusieurs années. Je me rappelle encore l'excitation tremblante dans ma poitrine lorsque je suis entré dans le bureau de Delattre pour lui annoncer la nouvelle. Mon regard cherchait une étincelle de reconnaissance dans le sien. Une tape dans le dos. Un simple « bon travail ». Mais à la place, il n'a levé les yeux que pour me lancer une phrase qui allait marquer ma vie à jamais. « Mathieu, je dois malheureusement te laisser partir. Réduction des coûts. Rien de personnel. Bonne continuation. Pas d'émotion. Pas d'explication. Juste un regard vide, comme si ma présence, mon effort, mes nuits blanches n'avaient jamais existé. J'étais anéanti. Le sol s'était dérobé sous mes pieds. Comment? Pourquoi? À quel moment avais-je cessé d'être utile? Toutes ces années de fidélité, de sacrifice silencieux, jetées à la poubelle en quelques secondes. Je suis sorti du bureau comme un fantôme, mes papiers sous le bras, traversant les couloirs où personne n'osait me regarder. Ce jour-là, j'ai connu la honte, la colère, la tristesse. Mais au fond de cette humiliation cuisante, dans ce silence lourd qui m'accompagnait jusque dans la rue, quelque chose de bien plus puissant s'est brisé. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. C'était une rage sourde, pas dirigée contre Delattre uniquement, mais contre tout ce système qui broie les invisibles. Un feu que je ne connaissais pas encore. Une détermination brute, primitive, indestructible. Si j'avais été transparent jusqu'ici, désormais, je deviendrais incontournable. Si on avait pu me balayer d'un revers de main comme un simple pion, alors j'apprendrais à devenir le maître de l'échiquier. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais au fond de moi, une promesse venait de naître. Plus jamais on ne déciderait de ma valeur sans moi. Plus jamais je ne dépendrais des caprices d'un patron sans cœur. Et ce que Delattre n'avait pas compris en me jetant dehors, c'est qu'il n'avait pas seulement licencié un employé. Il avait libéré une force qu'il ne pourrait jamais contrôler. Ce soir-là, assis seul dans mon petit appartement, face à un avenir vide et effrayant, je n'ai pas pleuré. Non, j'ai allumé mon vieil ordinateur portable, celui qui surchauffait au moindre programme, et j'ai commencé à chercher. Pas un emploi. Non, j'ai cherché autre chose. Des moyens de me reconstruire, de comprendre comment ceux qui avaient tout perdu avaient réussi à tout regagner, en mieux. Je lisais, je regardais, j'écoutais sans relâche. Chaque article, chaque vidéo, chaque témoignage devenait une brique supplémentaire dans la muraille intérieure que j'étais en train de bâtir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
Et quelque part entre deux recherches sur l'entrepreneuriat et la résilience mentale, sans même m'en rendre compte, je venais de poser la première pierre d'une revanche silencieuse. Une revanche que Delattre lui-même viendrait supplier de rejoindre, sans même savoir ce qu'il attendait. Vous pensez que l'histoire s'arrête là? Que le simple fait de se relever est suffisant pour inverser la balance? Détrompez-vous. Ce n'était que le début d'un parcours bien plus profond, bien plus intense, et surtout beaucoup plus dangereux pour ceux qui avaient sous-estimé Mathieu Leclerc. Ce n'est pas immédiatement que ma revanche a pris forme. Non, bien au contraire. Pendant de longs mois, ma vie a été un enchaînement chaotique de petits boulots précaires, de missions sous-payées, d'humiliations silencieuses et de remises en question permanentes. J'étais passé de l'employé modèle à l'oublié que personne ne voulait vraiment embaucher. Certains matins, je peinais à trouver une raison de me lever. Le monde semblait s'être refermé sur moi, froid et indifférent. Chaque refus, chaque porte claquée résonnait comme un écho de ce jour où Delattre m'avait laissé tomber. Mais paradoxalement, au cœur de cette descente, se forgeait une force brute, méthodique, insoupçonnée. Une force qui, silencieusement, allait devenir irrésistible. Tous les soirs, quand le silence de l'appartement devenait presque assourdissant, je m'asseyais devant mon vieux portable et j'entamais ma seconde journée. Là où d'autres sombraient dans la résignation, moi, je m'éduquais. Je suivais des cours en ligne sur le marketing digital, le développement personnel, la création d'entreprises. Je lisais compulsivement tout ce que je pouvais trouver sur les stratégies commerciales, sur la psychologie comportementale, sur la gestion d'équipe. Peu à peu, je tissais une toile de connaissances invisibles, une armure intellectuelle que personne ne pouvait voir mais qui me protégeait chaque jour davantage. Ce n'était plus une simple reconversion, c'était une transformation lente, patiente, irréversible. Un soir d'hiver, alors que la pluie martelait les vitres et que le vent semblait vouloir arracher les murs, une idée s'est imposée à moi. Une idée simple, mais puissante. Et si je créais l'agence que Delattre avait toujours rêvé d'avoir sans jamais osé bâtir? Pas une copie fade de ce qu'il faisait. Non. Quelque chose de neuf, de vivant, de résolument tourné vers l'avenir. Une structure agile, humaine, fondée sur la compétence véritable, pas sur la peur ni sur l'exploitation. À cet instant, sans même m'en rendre compte, j'avais posé les fondations de ce qui allait devenir le projet le plus important de ma vie. Mais avant de pouvoir réaliser ce rêve, il fallait que je survive. Alors j'ai accepté un emploi de serveur, de livreur, même d'assistant administratif à mi-temps. Chaque euro économisé n'était pas destiné à payer mon confort immédiat. Il alimentait un trésor de guerre silencieux. Un jour, je me suis inscrit à un concours de start-ups locales. Je n'avais ni capital, ni réseau, ni véritable expérience. Seulement une idée, une foi inébranlable et des centaines d'heures de travail accumulées dans l'ombre. Le jury a été conquis par ma vision. Ce soir-là, j'ai remporté une petite subvention. Pas de quoi tout changer, mais assez pour allumer une étincelle. C'est à ce moment-là que le destin, avec son étrange sens de l'ironie, a décidé de s'en mêler. Lors d'un événement de networking pour jeunes entrepreneurs, j'ai entendu parler d'une rumeur. Delattre, mon ancien patron, était en difficulté. L'un de ses principaux clients, celui que j'avais moi-même apporté avant d'être licencié, menaçait de partir à cause de problèmes de communication et de gestion désastreuse. Mon cœur s'est serré à cette nouvelle. Pas par compassion, non, mais par lucidité. Cette crise était l'ouverture que j'attendais sans le savoir. J'ai pris un risque insensé. Avec mes faibles économies, j'ai monté un petit site internet pour présenter mon agence naissante. J'ai créé des profils professionnels sur LinkedIn, sur des plateformes de freelance, partout où je pouvais exister numériquement. Puis j'ai contacté ce client mécontent, sans jamais mentionner mon passé avec Delattre. Je leur ai parlé de solutions sur mesure, d'un accompagnement humain, d'une approche radicalement différente de celle qu'ils connaissaient. Chaque mot était pesé, chaque argument affûté comme une lame. Et contre toute attente, ils m'ont donné une chance. Le contrat n'était pas énorme, mais c'était suffisant pour démarrer réellement. Assez pour engager 2 freelances, pour louer un minuscule bureau partagé, pour imprimer quelques cartes de visite. Mon agence venait de naître dans la discrétion, sur les cendres fumantes de l'empire de Delattre. Pendant des mois, j'ai travaillé sans relâche, dormant parfois à peine 3 heures par nuit, vivant sur du café et des rêves brûlants. Chaque mission était une bataille, chaque client gagné était une victoire silencieuse contre mon passé. Ce que Delattre ne savait pas encore, c'est que pendant qu'il continuait à diriger son entreprise avec arrogance et aveuglement, moi, j'étais en train de bâtir quelque chose qui, tôt ou tard, viendrait frapper à sa porte. Ce n'était plus une simple question de revanche. C'était devenu un processus inévitable, une machine en mouvement qu'aucun remords, aucune excuse ne pourrait arrêter.
À ce moment précis de l'histoire, je croyais encore que la revanche serait douce et discrète. Mais je n'avais pas prévu ce qui allait arriver. Je n'avais pas anticipé que le destin, encore une fois, allait accélérer les choses de manière spectaculaire. Une erreur monumentale de Delattre, une décision irréfléchie, allait précipiter sa chute et m'offrir sur un plateau d'argent l'opportunité que j'avais secrètement attendue. Ce que je ne savais pas encore, c'était que lorsque ce moment viendrait, je serais prêt à saisir bien plus qu'une revanche. Je serais prêt à changer de vie pour toujours. Et vous voulez savoir ce qui est arrivé exactement ce jour-là? Patience. Vous allez bientôt découvrir comment l'homme qui m'avait autrefois regardé de haut allait, en quelques mois à peine, traverser la rue pour venir frapper à Emma Porte, son CV à la main, sans même savoir que le jeune salarié qu'il avait méprisé était devenu son nouveau patron. Selon le docteur Hélène Marchand, experte en résilience professionnelle reconnue en Europe, les plus grandes réussites personnelles et entrepreneuriales émergent presque toujours d'une humiliation qui semblait insurmontable sur le moment. Ce sont des fractures qui ne guérissent pas par oubli, mais par dépassement. Ces mots résonnaient profondément en moi. Je n'étais plus seulement un salarié blessé. J'étais en devenir, une force en incubation. En m'immergeant dans ces travaux, j'apprenais que les émotions négatives, colère, honte, désir de revanche, si elles étaient correctement canalisées, devenaient des leviers d'action incroyablement puissants, capables de propulser un individu au-delà de ce que sa version passée aurait cru possible. Chaque blessure subie chez Delattre n'était plus une cicatrice, mais une énergie brute, une source inépuisable de motivation que je pouvais exploiter stratégiquement. Parallèlement, mon obsession de comprendre le terrain sur lequel j'allais livrer bataille me poussa à analyser minutieusement les faillites locales. Je passais des heures, parfois des nuits entières, à éplucher des rapports publics, des articles de presse, des interviews économiques. Un schéma apparaissait. Delattre et des patrons comme lui avaient construit leurs empires sur des bases instables. Ils se croyaient invincibles, portés par des contrats historiques, mais ignoraient les besoins réels de leurs clients qui évoluaient rapidement. Ils sous-estimaient la fidélisation, l'expérience client, la nécessité d'adapter sans cesse leurs services. Chaque tableau Excel qu'ils vénéraient cachait en réalité des failles béantes prêtes à exploser à la première secousse. Et la mienne allait être bien plus qu'une secousse. C'est alors que je pris contact avec Thomas Vidal, un consultant de haut niveau que j'avais découvert via une conférence en ligne. Thomas était connu pour son franc-parler et son efficacité brutale. Lors de notre premier échange, il m'avait lancé sans détour. Le marché de la communication locale est affamé. Mathieu, tu penses que c'est saturé? Erreur. Les gros sont lents, arrogants, déconnectés. Si tu sais aller plus vite, être plus humain, plus agile, tu peux non seulement prendre ta place, mais tu peux les faire tomber un à un. Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une question de talent inné. C'était une question de stratégie, de persévérance et surtout de rapidité d'adaptation. Je n'avais pas le luxe du temps, ni les moyens financiers des grandes agences. Mais j'avais quelque chose qu'ils avaient perdu, la faim. Une faim inextinguible de prouver que j'étais meilleur que l'image qu'on avait voulu m'imposer. Fort de ces nouveaux enseignements, j'affinais mon modèle d'agence. J'apprenais à penser comme un stratège. Je ne voulais pas simplement offrir des services. Je voulais anticiper les besoins avant même qu'ils soient exprimés. Je voulais être indispensable. Chaque pitch que je préparais, chaque proposition commerciale, chaque échange client était conçu comme une attaque chirurgicale, rapide, précise, imparable. En parallèle, je construisais ce que Thomas appelait un réseau d'influence silencieux. Je participais à des événements locaux, j'entrais dans des cercles d'affaires, je faisais des partenariats croisés avec des freelances spécialisés. Chaque personne rencontrée, chaque contact établi devenait un maillon supplémentaire de la chaîne que je tissais lentement autour de mon ancien monde professionnel. Et cela fonctionnait. En moins d'un an, mon portefeuille client explosa. Des artisans, des PME locales, des commerces historiques commencèrent à me faire confiance, les uns après les autres. À chaque nouveau contrat signé, une satisfaction discrète naissait. Souvent, il s'agissait d'anciens clients de Delattre, déçus par son manque d'écoute, frustrés par sa rigidité. Mais le plus savoureux restait à venir. Car ce que je n'avais pas encore révélé à mon équipe, une petite équipe désormais, passionnée, motivée, choisie avec soin, c'était l'identité du prochain client potentiel qui avait manifesté de l'intérêt pour nos services. Un grand groupe local dont dépendait une bonne partie des revenus annuels de Delattre. Un transfert de clients qui, s'il aboutissait, ne se contenterait pas de fragiliser son entreprise. Il l'obligerait à revoir entièrement son modèle économique. Au pire, à licencier massivement, voire à vendre. Le jeu avait changé. Je n'étais plus une victime cherchant réparation.
J'étais devenu l'architecte d'une revanche méthodique, discrète, implacable. Un architecte armé de connaissances stratégiques, épaulé par des experts, porté par une résilience que même Delattre n'aurait jamais soupçonnée. Mais ce que même moi, je ne savais pas encore, c'était que la chute de Delattre allait être encore plus spectaculaire que ce que j'avais imaginé. Parce que, sans le savoir, il allait lui-même précipiter sa propre perte en frappant un jour à ma porte. Ce moment-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Vous souvenez-vous de ce fameux client que j'avais décroché juste avant d'être licencié? Celui que Delattre avait balayé d'un revers de main, le qualifiant d'insignifiant, d'un haussement d'épaule plein de mépris? Ce détail que, sur le moment, j'avais vécu comme une humiliation supplémentaire, allait devenir, contre toute attente, la clé de toute mon ascension. Ce client, que Delattre jugeait indigne d'attention, s'était souvenu de moi. Non pas à cause d'une quelconque campagne tapac sans grave l'œil, mais à cause d'un détail que j'avais sous-estimé moi-même, mon écoute, ma capacité à m'asseoir avec lui, à comprendre ses besoins réels, ses peurs, ses ambitions. À l'époque, ce n'était qu'une conversation de fin de journée, entre deux rendez-vous, autour d'un café tiède. Mais pour lui, ce fut une révélation, enfin quelqu'un qui ne me traite pas comme un numéro. Quand il apprit que je montais ma propre agence, il me contacta sans hésiter. Mais il ne vint pas seul. Non, ce client-là, que Delattre avait méprisé, était en réalité connecté à un réseau étendu de partenaires commerciaux, de fournisseurs, de collaborateurs. En décrochant ce premier contrat, c'est tout un écosystème de clients potentiels qui s'ouvrit à moi comme une fleur au printemps. Ce n'était pas un simple transfert de budget. C'était une hémorragie lente, méthodique, que Delattre ne parvint jamais à juguler. Chaque mois, je voyais mon carnet de commandes grossir, tandis que, dans l'ombre, l'empire autrefois arrogant de mon ancien patron commençait à s'effriter. Les signes de son déclin étaient partout. D'abord subtil, un poste supprimé ici, un communiqué vague là, puis de plus en plus visible, locaux vendus, rachats précipités, partenaires mécontents. Je m'étais promis de ne pas me réjouir de sa chute, de rester concentré sur ma croissance. Mais comment ne pas ressentir cette douce ironie chaque fois que je signais un contrat qu'il aurait autrefois considéré comme acquis? Comment ne pas sourire en repensant à toutes ces fois où il m'avait ignoré en réunion, comme si j'étais invisible? La boucle était en train de se refermer, lentement, inéluctablement. Et puis, il y eut cet email. Ce simple objet de message qui s'afficha un matin dans ma boîte de réception. Objet, demande de poste, Monsieur Delattre. Pendant quelques secondes, je crus à une erreur. Puis, en ouvrant le courriel, en lisant ces lignes tremblantes où il expliquait sa situation délicate et sa disponibilité immédiate pour toute opportunité de collaboration, je compris. Ce n'était pas un piège. C'était un homme brisé, à la dérive, tendant la main vers celui qu'il avait méprisé. Mon cœur battait fort. Ce moment que j'avais parfois fantasmé sans oser l'espérer était là, réel, palpable. Mais que faire? Devais-je répondre? Ignorer? L'humilier en retour? Chaque option avait un goût de revanche, mais aussi un parfum de danger. Était-ce sage de laisser les blessures anciennes guider mes choix présents? Ou étais-je capable de transcender la vengeance pour construire quelque chose de plus grand encore? Je relus l'email une seconde fois, une troisième. Je repensai aux nuits blanches, aux doutes, aux sacrifices. Je repensai aussi à ce fameux jour, celui où il m'avait congédié d'une phrase froide, sans un regard. Tout cela avait convergé vers cet instant précis. Et, au fond de moi, une décision émergea, claire, tranchante. Je répondis, pas par colère, ni par pitié, mais par stratégie. Parce que ce que Delattre ne savait pas encore, c'est que travailler pour moi allait être, pour lui, la leçon de sa vie. Mais cette histoire, elle, ne faisait que commencer. Lors de l'entretien, j'ai à peine reconnu Delattre. Celui qui, autrefois, se pavanait dans des costumes sur mesure et lançait des regards de mépris à la moindre faiblesse arborait désormais une tenue modeste, froissée par le temps, presque en retrait comme s'il espérait devenir invisible. Ses épaules, autrefois carrées, semblaient s'être affaissées sous le poids d'échecs successifs. Son regard, jadis assuré, presque insolent, fuyait désormais le mien avec l'embarras de ceux qui savent qu'ils ont chuté bas. Ironiquement, il ne savait pas encore que c'était moi, son ancien employé, qu'il avait congédié sans explication, sans remords, qu'il accueillait aujourd'hui dans ce bureau spacieux, baigné par la lumière du succès qu'il m'avait involontairement offert. Il pensait passer un entretien lambda, parler à un responsable RH quelconque. Mais il n'imaginait pas qu'il s'apprêtait à redevenir un simple pion sur l'échiquier, le mien. Je l'ai laissé dérouler ses arguments sans l'interrompre, notant intérieurement combien il était passé maître dans l'art de minimiser ses erreurs et de magnifier ses expériences passées.
Il parlait avec cette nervosité contenue des hommes qui savent que leur avenir se joue sur une poignée de minutes. Chaque mot trahissait une peur viscérale de l'échec. Chaque regard esquivé racontait une histoire de nuit blanche et d'occasion perdue. Puis, dans un calme calculé, j'ai souri. Ce sourire, il n'aurait jamais pu l'interpréter correctement. Il n'était ni cruel ni moqueur. Il était déterminé. Posant mon regard directement dans le sien, je prononçai avec une douceur glaciale. « Bienvenue dans l'équipe, Monsieur Delattre. Vous commencerez lundi sous ma supervision directe. » À cet instant précis, son visage pâlit légèrement. Une fraction de seconde, un infime tressaillement de ses lèvres révéla qu'il avait compris. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour que le doute s'installe, que l'angoisse remplace la simple nervosité. Il signa le contrat, ses mains tremblant légèrement, incapable de masquer son trouble. Ce fut un moment que je gravai profondément dans ma mémoire. Pas pour l'humilier, mais pour me rappeler à quel point la roue tourne et que la véritable victoire ne se crie pas, elle s'observe en silence, majestueuse, inarrêtable. À partir de ce jour, Delattre allait travailler pour moi. Mais ce simple renversement de rôle n'était qu'un amuse-bouche. Car, voyez-vous, dans l'ombre, je préparais bien plus qu'une revanche personnelle. Ce que Delattre ignorait, et ce que la plupart des spectateurs extérieurs ne voyaient pas, c'était que ce premier pas faisait partie d'un plan plus vaste, plus ambitieux que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le but n'était pas seulement de le superviser ou de l'avoir sous ma coupe. Non, mon objectif était de reconstruire un empire, non pas sur la haine ou la revanche, mais sur les leçons amères que j'avais apprises grâce à lui. Je voulais créer une entreprise où la dignité humaine serait une valeur centrale, où chaque employé se sentirait vu, respecté, soutenu. Cependant, intégrer Delattre n'était pas seulement symbolique. C'était stratégique. Son expérience, aussi amère soit-elle, était une mine d'or d'erreurs à ne pas reproduire. Je comptais bien utiliser ses connaissances, ses failles, ses réflexes conditionnés pour bâtir quelque chose de plus solide, de plus humain, de plus visionnaire. Mais je savais aussi que le passé a la peau dure et que les vieilles habitudes peuvent ressurgir au moment où l'on s'y attend le moins. Était-il vraiment brisé, prêt à apprendre, ou cachait-il encore au fond de lui cette arrogance toxique prête à ressurgir au premier signe de faiblesse? Ce dilemme, cette incertitude, devenait désormais partie intégrante de mon quotidien. Chaque jour serait un test silencieux. Chaque décision, chaque interaction, une pièce de plus dans un échiquier où chaque coup pouvait être décisif. D'ailleurs, au fond de moi, une autre question grandissait, obsédante. En cherchant à surpasser Delattre, n'étais-je pas en train de devenir, à mon tour, une version plus subtilement dangereuse de lui-même? La ligne entre la justice et la vengeance est si fine, parfois invisible. Et si je vous disais que ce que j'avais prévu pour la suite allait non seulement changer son destin, mais peut-être aussi mettre en péril tout ce que j'avais construit? Vous pensez que l'histoire s'arrête là? Détrompez-vous. Ce n'était que le début d'un jeu d'échecs dont personne ne sortirait indemne et dont le prochain coup allait choquer tout le monde. Vous voulez savoir ce qui s'est passé après? Préparez-vous, car la vraie partie n'avait même pas encore commencé.